Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Après plusieurs romans, essais et pièces de théâtre, Pas de mémoire, mémoire de pas, Ma boîte noire, Il, pièce de théâtre, en 6 tableaux, N'enterrez pas trop vite Big Brother, Le métier de l'intellectuel, dialogue avec 15 penseurs du Maroc, avec Fatma Aitmous, et le récit L'homme des sons du silence, le tissu de nos singularités, un collectif dirigé par Fatma Aitmous, la pièce de théâtre Le Match, le roman Au détroit d'Averroès, l'infatigable et prolifique Driss Xiques nous revient avec Les sentiers de l'indiscipline aux éditions en toutes lettres dans la collection Les questions qui fâchent, un essai littéraire, philosophique sur la mission salvatrice de l'indiscipline et de ses chemins de traverse escarpés et peu fréquentés dans une époque où tous les chemins sont balisés, où des millions de moutons de panurge surconnectés célèbrent à chaque seconde à coups de like, de posts, de pouces bleus et de tweets la médiocrité et la vacuité d'influenceurs qui n'ont rien à dire et qui le disent haut et fort. Les sentiers de l'indiscipline, un essai sur la nécessité d'humaniser les systèmes en place et sur la véritable mission des intellectuels, des créateurs et des connecteurs. Driss Xiques, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, après votre prétexte, qui s'écrit en 2 mots, pré-texte, à comprendre comme avant-propos, préambule, et puis qu'on prétexte la raison d'être de ce livre, vous passez à un 2e chapitre que vous intitulez « Définir quand même », entre parenthèses, l'indiscipline. Pourquoi ce quand même entre parenthèses? Et qu'est-ce que, selon vous, l'indiscipline et pourquoi un livre sur l'indiscipline aujourd'hui? Alors, en fait, il est très difficile de vouloir définir l'indéfinissable. L'indiscipline est un terme qui, en même temps, exprime une sorte de négation, de refus de discipline, de refus d'obéissance, de soumission, et en même temps d'acceptation de règles imposées. Et en même temps, il implique nécessairement une question par rapport aux catégories de savoir, comment ne pas être uniquement, qu'on ne nous mette pas des œillères à partir des catégories de savoir qui sont là. Donc en même temps c'est un refus et en même temps c'est une possibilité de pas de côté, de décentrement, d'élargissement. Et donc étant l'un et l'autre, étant en même temps quelque chose que nous considérons parfois comme péjoratif, oui, et en même temps comme quelque chose de potentiel nécessaire pour dessiller les regards, pour être plus juste par rapport à la complexité qui est autour de nous, pour être plus en quête de vérité. Dans notre quête de vérité, nous avons besoin de cette indiscipline. Donc cette complexité, ce paradoxe-là, nécessitait quand même une tentative de définition qui n'est pas une manière de le restreindre, mais juste de montrer tout ce qu'il englobe. C'est difficile de vraiment parler ou de définir parce qu'il faut lire le livre. Il est très dense, mais en même temps, il se lit pas facilement. Vous n'êtes pas dans la facilité, mais il se lit bien. On trouve beaucoup de plaisir. C'est un essai philosophique, littéraire. Mais donc, on veut donner un avant-goût, principalement donner envie de lire. D'habitude, vous écrivez, des fois, vous publiez 2 livres par an. Celui-là, il vous a pris 10 ans. Pourquoi? Je ne me reconnais pas tout à fait dans cette idée. Vous avez dit tout à l'heure prolifique. Généralement, sur tous mes livres, je prends du temps. Il est possible que 2 projets soient prêts en même temps. Peut-être par rapport au rythme de publication au Maroc, parce qu'il n'y en a pas tellement, il n'y a pas beaucoup de parutions. Donc, c'est peut-être une situation normale, mais qui nous paraît, vu la rareté. Non. D'abord, je ne me reconnais pas dans cette frénésie de publication qui serait trop rapide. Ce n'est pas mon rythme. Ce n'est pas mon rythme. Et au contraire, je pense que, par exemple, lorsque L'homme des sons du silence et Le métier d'intellectuel sont sortis presque à la même période, ce sont des projets qui a pris chacun une dizaine d'années et ils étaient mûris en même temps. Voilà. Donc, juste pour préciser un peu les choses. Donc là, votre question? Alors, je dis, il vous a pris quand même du temps, ce livre. Vous l'avez commencé peut-être il y a 10 ans. Alors, oui. Bon, quand on lit, on comprend pourquoi il vous a demandé autant de temps, parce qu'il y a tellement de choses dans ce livre quand on le parcourt.
Au fait, il faut dire j'ai commencé à le penser inconsciemment depuis 10 ans, depuis les soulèvements en 2011, etc. Mais je n'ai commencé à l'écrire réellement que depuis 4 ans. D'accord. Et je pense que le confinement m'a beaucoup aidé. Oui. Mais voilà, je pense qu'il y a eu un moment où il fallait ruminer un certain nombre de choses et un moment où il fallait se mettre à table et travailler régulièrement dessus. Justement, vous parlez du printemps arabe, vous dites en parlant justement de ces mouvements de soulèvement, de rébellion des groupes, de foules, parfois de peuples entiers, ces dernières décennies qu'on a vécues, que je vous cite, au bout de 10 années d'observation et de lecture, j'en suis arrivée à croire que ces premiers moments d'éclat, en même gris, amer, bariolé, tour à tour ludique, bruyant et cynique, ne seraient que les symptômes apparents et de béance organique, culturelle, politique, longtemps escamotée. S'il est vrai qu'il y a eu ces 10 dernières années beaucoup de mouvements, d'Ahirak, je suis tentée de vous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qu'il y a eu de tout temps des mouvements, des révolutions, parfois très violentes, pour des réformes, qu'elles soient d'ordre culturel, économique ou politique, religieux. Quelle est pour vous aujourd'hui la particularité de ce que nous vivons aujourd'hui ? Je pense que la particularité est l'accélération. Et l'accélération par les réseaux sociaux, l'accélération par l'hybridation entre ce qui se passe dans les réseaux sociaux et ce qui se passe dans les rues, et comment tout ça est en même temps articulé et parfois orchestré, et parfois manipulé aussi. Et je pense que c'est une donnée nouvelle qui fait révéler quelque chose de l'ordre de l'horizontalité, d'un désir horizontal qui émerge. Mais moi, c'est pas le mouvement de foule qui m'intéresse. C'est parce que dans la foule, il y a, vous l'avez dit au début, un effet de mouton, un effet de suivisme. Oui. Ce qui est intéressant, c'est la genèse des choses et comment, à un moment donné, il y a des esprits, des créateurs, des acteurs qui bifurquent, qui voient les choses autrement. Qui permettent de voir les choses autrement. Mais aussi, par exemple, des chercheurs qui aujourd'hui ont l'intelligence de regarder le réel au lieu de pérorer sur ce qui se passe, de plutôt être à l'écoute de ce qui se passe, de sortir de leur tour d'ivoire pour aller regarder vraiment le réel, comment il se manifeste. Donc, je dirais, la particularité est l'accélération et ce qui est intéressant de regarder, c'est toutes ces bifurcations et ces pas de côté qui s'expriment ici et là. Est-ce que vous pensez qu'on n'a jamais été aussi aliéné qu'aujourd'hui ? Il y a une forte aliénation. Est-ce que vous le pensez ? Je pense que l'effet de surveillance, l'effet de massification de big data, aujourd'hui, crée énormément de suivisme et énormément de conformisme aussi dans la société, oui. Comme une manière de faire ce que les autres voudraient qu'on fasse, ou bien ce que les autres... Et donc, cet effet, le penseur Michel Maffezoli appelle ça l'émergence de néo-tribus. Nous avons des néo-tribus qui émergent aujourd'hui. D'où l'importance de penser cette question de l'indiscipline, de comment on arrive à ne pas être pris dans cet engrenage-là, comment on arrive à voir ailleurs, qu'est-ce qui nous permet de nous en démarquer. Oui, c'est terrible, mais les gens n'ont même pas de recul, enfin la majorité, même par rapport aux termes. Maintenant, un terme de followers peut paraître normal, alors que c'est d'une péjorativité et il rabaisse tellement que les gens disent elle a 1 million de followers, de suiveurs, cet asservissement. Et les gens trouvent ça normal, en fait, c'est la normalisation aussi de cet effet de suivisme peut-être. Alors la forme du livre et le style aussi, il abonde dans le même sens du contenu, parce qu'il est entre le récit littéraire, philosophique, des réminiscences autobiographiques de votre jeunesse. Pourquoi avez-vous choisi ce style ? Et puis des fois, il y a même tout au long du livre des dialogues. On ne sait pas, vous posez une question, qui répond ? Est-ce que c'est le narrateur ? Est-ce que c'est l'auteur ? Pourquoi vous avez choisi ce style ? Écoutez, je voulais faire honneur au sujet. je pensais que faire un essai monocorde sur l'indiscipline
serait inadéquat. Deuxième chose, bon, vous le savez, je suis en même temps dramaturge, écrivain et essayiste, donc moi j'aime bien, ce qui m'intéresse c'est de produire un texte qui a du sens et qui a une cohérence par rapport à ce que j'essaie de dire dans le sujet lui-même. Je pense que la forme dit le fond. La forme n'est pas un luxe, la forme n'est pas un plus qu'on met autour de fond. La forme révèle le fond. Et dans ce livre, ce qui m'intéressait, c'était de proposer un voyage, de proposer au lecteur de voyager à travers le concept, mais en même temps s'arrêtant sur des portraits, s'arrêter parfois sur des carnets de bord qui sont des moments parfois qui viennent de souvenirs personnels, de rencontres, etc., de s'arrêter dans un dialogue, le dialogue entre Quilito et Borges, qui est un long dialogue imaginé, etc. Mais tout cela devrait aider à permettre ce voyage, et un voyage est fait de stations. Vous le voyez bien dans le livre, je parle de stations. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de proposer. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'un livre n'a pas nécessairement un début et une fin. Un livre, on peut picorer dedans, on peut voyager, on peut s'arrêter, on peut aller lire un bout et laisser un autre bout le lire à un moment. C'est très important de se laisser trimballer, errer dans un texte. Et donc c'est le but de celui-ci, parce que la question de l'indiscipline nécessite du temps, nécessite des pauses, nécessite de se laisser aller aussi. Et donc ce n'est pas une injonction, l'indiscipline. Et puis il s'inscrit totalement dans la démarche et dans le sujet. Il n'est pas dans une case. C'est pas un récit, c'est pas un roman, c'est complètement cohérent avec le sujet. Alors, vous parlez des intellectuels et des créateurs, des connecteurs et de leur rôle. Est-ce que nous vivons aujourd'hui une époque de fin d'intellectuels, des intellectuels comme vous les entendez, vous dites des êtres sensibles aux mots, qui assaillent leurs espaces de vie et soucieux de leur réparation. Ils sont devenus inaudibles au milieu de cette cacophonie. Ça, c'est moi qui le dis. Une cacophonie débilisante, mais au début, c'était vous. Du coup, on les prend, pour reprendre vos termes, cette fois-ci, pour des parasites minuscules et troublants, pour des littérateurs qui s'agitent, des sans-abri institutionnels qui gigotent, voire des intrus qui viennent perturber des traditions bien installées. Est-ce qu'ils n'ont plus de place dans notre société, les vrais créateurs et intellectuels? Alors, sincèrement, je ne suis pas dans la catégorisation et dans le jugement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a aujourd'hui, les médias sont un peu coupables, d'une certaine manière, de donner la place à ce que j'appelle des intellocrates. Oui, les intellectuels qui habitent les plateaux de télé. Voilà, et j'appelle ça des intellocrates qui parlent de tout, qui savent parler de tout, et des experts qui parlent de tout. Alors ça, c'est une maladie de notre époque qui se répand partout. Dans tous les plateaux du monde. Qui se répand dans tous les plateaux du monde. Ça, c'est une chose. Dans les réseaux sociaux, ça se prolonge et ça devient des influenceurs, ça devient des gens qui sont suivis, comme vous avez dit, par des milliers, etc. Donc ça crée en même temps d'abord un effet de troupeau, ça crée une illusion de vérité. Une illusion de vérité parce que ce sont des gens qui croient dire la vérité aux autres. Cette posture-là, cette posture de l'intellectuel qui est diseur de vérité, est une posture très, très discutable. Parce qu'il y a à côté une autre posture qui est celle de savoir écouter. Au lieu de savoir parler, il faut d'abord savoir écouter. Je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce sont des gens qui ont l'humilité d'essayer d'écouter, l'humilité aussi de savoir connecter des espaces différents, de connecter l'université avec le monde de l'art, l'université avec la société civile, de connecter les lieux de vie avec ce qu'il y a autour d'eux, etc. Ça demande du temps. Oui. Et ce n'est pas le travail que font ces gens qui sont aujourd'hui mis sur un piédestal parce qu'ils diraient la vérité. Et c'est paradoxal. Au moment où il y a cette horizontalité, où il y a ce moment où les gens s'autorisent d'eux-mêmes, ils sont en attente de cette parole providentielle. Et ça, c'est très paradoxal. Ouais. Et moi, je pense que la question de l'indiscipline, pourquoi elle est importante à ce sujet, c'est de sortir de cette illusion de pouvoir dire la vérité. La vérité est une quête permanente. Oui. Comme la liberté est un horizon ouvert.
La grande difficulté, c'est de fermer le sens et de croire que nous pouvons dire la vérité à la multitude. C'est très difficile parce que peut-être les créateurs et les vrais créateurs et intellectuels et connecteurs existent, mais les autres sont trop visibles. Donc ils sont peut-être, ils n'ont pas la tribune qu'ils méritent. Ils ne la cherchent peut-être pas justement parce que leur rôle n'est pas celui de dire la vérité. Vous parlez une notion très importante de la nécessité d'humaniser les systèmes en place, et c'est la mission, en tout cas la raison pour laquelle se battent les vrais intellectuels, artistes libres, créateurs et universitaires, hétérodoxes, fous de la cité, qui l'alertent, comme vous dites, et non des garde-fous qui la régulent. Comment on peut humaniser l'économie d'aujourd'hui, les marchés des capitaux, les politiques? Est-ce que c'est possible? C'est très utopique. Il faut accepter la marge. Il faut accepter la marge. On ne peut pas l'humaniser par le centre, on ne peut pas l'humaniser par le mainstream. Le mainstream est très occupé, bien occupé par le néolibéralisme, par les systèmes dominants. Tout ça est bien installé, bien en place. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'espace à la marge, de ce que Michel Foucault appelle des hétérotopies, des lieux où il y a du différent qui advient, où il y a une pensée écologique. Écologique dans le sens de penser le lieu où on habite, et d'en tenir, et de le soigner, de le réparer. Tout ça existe, mais ce sont d'abord des îlots restreints, et des îlots qu'il faut arriver à connecter. C'est pour ça que je tiens beaucoup à cette notion de connecteur organique, qui n'est pas l'intellectuel organique. L'intellectuel organique tel que Gramsci l'a pensé était dans la société industrielle, avec le système de partis, etc. Aujourd'hui, il y a une vraie crise de la démocratie représentative, des systèmes hérités de cette période. Nous devons aujourd'hui inventer autre chose. Et je pense qu'il faut accepter le chemin d'une autre invention possible. Oui. Et ce chemin-là, il est sinueux. C'est pour ça que je parle de sentiers. Je ne parle pas de voies. Oui. ce ne sont pas des boulevards. Non, c'est des petits, ce sont de petites voies. Des sentiers, des vénules. Des vénules, voilà. Qu'il faut accepter on humanise par la marge, et accepter d'humaniser par la marge, c'est accepter aussi le rôle de ce que j'appelle des passeurs. Les passeurs ne sont pas les médiateurs. Les médiateurs ramènent vers le consensus. Les passeurs ouvrent sur autre chose, ouvrent sur l'ailleurs, ouvrent sur une autre possibilité. Oui. Je pense que c'est ça qui est important, mais il faut être très humble par rapport à cela. Oui. Je le dis encore une fois, ce n'est pas un changement radical qui est en train de s'opérer, ce sont des brèches qui sont ouvertes ici et là. Oui. J'aime beaucoup l'image qu'utilise le philosophe Georges Didier Huberman des lucioles. Des lucioles qui sont des lumières qui s'éteignent comme des comètes très 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 vite, et pourtant ils aident à éclairer des sentiers de quelque chose d'autre. Oui, alors, quelque chose autre, pardon. Oui, d'autre chose. Là, c'est un discours très réaliste. Vous dites que ça doit venir de la marge. Est-ce que vous pensez que le temps des révolutions et des changements radicaux est révolu? C'est en tout cas ce qui transpire de ce que j'entends. La plupart de ces artistes, vous dites chercheurs, penseurs, sont conscients que les mêmes fossés se creusent entre les dominants et dominés, ingénieurs de la surveillance et surveillés, vendeurs de haine, acquéreurs de la peur. Moi, j'avais lu de la paix. Mais ils arborent un espoir ténu, fragile, et réalisent qu'ils ne peuvent plus emprunter les mêmes parcours idéologiques qui ont mené aux impasses du siècle passé, parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Aussi, à la différence de leurs aînés, ils ne se contentent pas de discourir sur la réduction des écarts, comme ils n'ont pas l'illusion de réduire par des formules magiques. N'est-ce pas là un aveu de fait, de défaitisme, et l'impuissance de changer quoi que ce soit, et que ces gens, ces lucioles, bien ces petites fulgurances, vivent comme des sectes, des rescapés dans ce monde, loin des troupeaux, qui trottent tranquillement sur les chemins balisés, comme je dis déjà tracés, sur les sentiers de la discipline. Alors, je nuancerai. D'abord, on ne peut pas insulter l'avenir et dire que le temps de révolution est révolu. Ce n'est pas ce que je dis. Pour qu'il y ait révolution, d'abord, on a trop galvaudé ce terme. Oui. Il y a eu des soulèvements, des insurrections qu'on a très vite appelées révolution. Il ne peut y avoir révolution que lorsqu'il y a un ensemble d'éléments qui se mettent en place,
une classe politique, économique et l'armée, plein d'éléments qui se mettent en place pour permettre la révolution. Dans le sens large, révolution culturelle, sociale. Alors, je pense que la question, il faut revenir au sens de révolution de ce qui tourne, de ce qui change en tournant, de ce qui change en tournant. Et je pense qu'au contraire, ce que j'essaie de dire, c'est que cette idée du grand soir qui venait du siècle passé, de siècles passés, est quelque chose qui peut-être resterait possible, mais ce qui aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes et qui apparemment vont durer assez quelque temps, c'est un temps dans lequel on n'est pas vraiment dans le paradigme démocratique, on n'est pas dans le paradigme de liberté, on est dans un paradigme de sécurité, beaucoup plus que de liberté. Et donc, il faut aujourd'hui être attentif à tout ce qui advient, de ce qui émerge de possible. Et donc l'idée, au contraire, ce ne sont pas des îlots de rescapés, ce ne sont pas des choses défaites, non, c'est comment on peut les intensifier, comment on peut être attentif à ça et les intensifier. Alors là, c'est le rôle de qu'est-ce que fait l'université, qu'est-ce que font les créateurs, qu'est-ce que fait la société civile, il faut les intensifier. Donc je pense que l'idée est d'avoir l'humilité de saisir ce qui advient et de voir comment tout cela permet des petits changements à la mesure de ce que les gens peuvent faire dans des microcosmes. Voilà. C'est plus un regard attentif à ce qui émerge, beaucoup plus que l'acceptation d'une défaite. Oui. Il y a tellement de choses à dire et à aborder concernant ce livre, parce que franchement, c'est une petite odyssée, un vrai voyage. Mais on va finir sur votre épilogue, parce qu'en guise d'épilogue de votre livre, il y a la prétexte, comme il y a eu le prétexte, où vous dites qu'à la faveur ou à cause de la pandémie, le maître mot est redevenu la discipline. On nous dicte nos moindres faits et gestes, les gestes barrières, à commencer par nous sommes traqués. Mais vous restez bizarrement, étrangement optimiste, ce que je ne comprends pas, avec un espoir ténu. Vous dites de transformer les regards, de changer donc le vu. Et je vous repose la question que vous posez. Quel chemin empruntez-vous pour aller ailleurs? Quel chemin pouvons-nous emprunter pour aller ailleurs et se rapprocher de l'essentiel? Comment garder la flamme? Parce que vous parlez de flamme, vous parlez de passion. Comment ne pas se transformer en machine? C'est la même qui nous ont peut-être déjà aliénés, en tout cas beaucoup d'entre nous, et qui sont en train de dévorer nos enfants et la jeune génération. Comment faire? Est-ce que vous avez une idée ou vous avez posé la question? Alors moi, je vais vous dire, moi je suis pessimiste sur les grands dessins et optimiste sur les petites actions. Et sur cela, je dis, sur cette équation entre sécurité et liberté, il ne faut surtout pas rendre la liberté secondaire par rapport à la sécurité. Mais pour que la liberté ne soit pas secondaire, il faut que la place de l'imaginaire, la place de la création, la place de la vigilance citoyenne, la place de sens de justesse que nous avons, de comment on juge ce qu'il y a autour de nous, le scepticisme par rapport à l'information qui nous vient, tout ça doit rester en permanence. Nous devons en même temps avoir l'éthique, une éthique de responsabilité, de savoir que nous pouvons être responsables de la mort de l'autre. Ça, c'est une donnée fondamentale. Nous devons l'assumer. Ça fait partie de la liberté. La liberté n'est pas de la licence. La liberté est une autonomie d'action en tenant compte des contraintes. Et donc, avoir cela en tête, mais, j'insiste, ouvrir les espaces de liberté, ouvrir les espaces de création, ouvrir l'imaginaire, faire de nos écoles des lieux d'esprit critique et d'une pensée alerte, faire de nos cités un vrai espace public dans lequel on débat des choses, on les met en cause. C'est ça qui peut nous sauver. Sans cela, nous resterons pris dans l'engrenage de ce qui, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, est prédominant et qui est parfois abétissant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de votre livre. Je rappelle que vous êtes écrivain, dramaturge et essayiste et que vous venez de publier ce magnifique, dense et plus que jamais nécessaire livre, Les Sentiers de l'Indiscipline, aux éditions En toutes lettres, dans la collection Les questions qui fâchent. Merci. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.